Bonjour. Bonjour. D'abord, on tient à vous féliciter pour votre ouvrage. Merci beaucoup. Et l'intitulé, c'est la sociolinguistique du Maghreb. Voilà, donc d'abord, on tient à vous remercier aussi pour la conférence que vous avez donnée. Et voilà, donc tout le monde en témoigne que voilà, donc c'était vraiment une conférence assez fructueuse et riche en matière, on va dire, en matière de façon générale, linguistiquement parlant, hein. Voilà, je ne sais pas si ça se dit comme ça ou pas. Bien sûr. Très bien. D'abord, voilà, j'aimerais bien vous demander que vous vous présentez. Hein. Oui. Alors, merci donc de votre question. Merci. Donc, je remercie le CRAS que j'y tiens pour ce travail de valorisation de la recherche qu'il fait, de ce travail de rentabilisation aussi de la recherche. Merci donc de votre invitation. Et merci de cet espace que vous m'avez offert pour présenter mon ouvrage sociolinguistique du Maghreb. Donc, pour me présenter d'abord, je suis sociolinguiste de formation. J'ai fait mon premier travail de recherche. Donc, c'est un travail de magistère, mémoire de magistère sur les parlers urbains de Mostaganem. Donc, il s'est inscrit dans le cadre théorique de la sociolinguistique générale. Et par la suite, j'ai fait une thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2011 sur le contact des langues dans le domaine de la publicité diffusée dans la presse algérienne francophone. Et depuis, j'ai commencé à faire des travaux sur le domaine ou sur les questions liées au statut des langues dans le domaine médiatique, mais aussi à la créativité linguistique chez les locuteurs algériens. Je me suis intéressée aussi aux représentations linguistiques des langues, des différentes langues pratiquées en Algérie, y compris de Tamazirt. Et aussi, je m'intéresse aux questions de l'urbanité, de la citadinité dans les villes algériennes. Très bien, très bien. Quand même, c'est assez large et c'est assez, on va dire, éclectique ce que vous faites hein, comme spécialité de recherche. Hein. Revenons à notre ouvrage, hein, voilà, qui s'intitule La sociolinguistique du Maghreb. J'aimerais bien que vous nous donniez une définition, comment vous définissez la sociolinguistique du Maghreb, en sachant bien qu'il y a une plurilingue, il y a une diversité des langues. Quand même, il y a l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, la Libye. Donc, on sachant bien que chaque pays englobe une diversité de langues parlées. Donc, je vous pose la question tout simplement, comment vous définissez la sociolinguistique du Maghreb? Alors, merci. Là aussi, c'est vrai que la sociolinguistique du Maghreb, c'est la sociolinguistique telle que pratiquée dans les 3 pays du Maghreb. C'est-à-dire que ce sont les travaux qui ont été faits sur les pays du Maghreb et les travaux qui ont été faits sur la pratique des langues et les représentations des langues dans ces 3 pays. Pourquoi les 3 pays du Maghreb? Parce qu'il y a beaucoup de ressemblances entre ces 3 pays. Il y a des continuums socio-anthropologiques, la paléontologie, l'histoire, les travaux en préhistoire, etc., ont tous montré qu'il y a une continuité, c'est-à-dire il y a un même fond anthropologique, il y a les mêmes pratiques funéraires par exemple, les mêmes pratiques linguistiques, les mêmes occupations, les mêmes invasions, les mêmes présences, les mêmes occupations de ces espaces qui ont fait qu'il y a beaucoup de ressemblances dans les pratiques anthropologiques, c'est-à-dire l'anthropologie c'est la façon d'être au monde et c'est la même fondamentalement dans les 3 pays. Après, c'est vrai qu'il y a eu après les indépendances normalement, surtout, et après les indépendances, donc il y a eu des choix politiques différents par rapport aux langues, etc., par rapport au statut des langues, et ça a fait évoluer différemment les 3 pays du Maghreb. Maintenant, il y a aussi des points de ressemblance, c'est les mêmes langues qui sont pratiquées à peu près du Maroc jusqu'en Libye et même on peut aller jusqu'en Égypte, sauf qu'il y a aussi des différences. Par exemple, on prend l'exemple de la Tunisie où on parle de 1% de locuteurs de berbérophone, alors qu'en Libye ils sont plus nombreux et en Algérie ils sont plus nombreux encore. Donc là aussi c'est des zones de rupture, j'appelle ça, auxquelles il faudrait aussi s'intéresser. Donc il y a beaucoup de ressemblances, un continuum socio-anthropologique qui a fait que beaucoup de ressemblances existent, mais il y a aussi
des différences liées à des choix politiques qui ont été faits après l'indépendance de ces trois pays du Maghreb. J'aurais pu m'intéresser à la Libye par exemple, mais la Libye, on n'a pas beaucoup de travaux qui ont été faits sur la Libye. Du moins, je n'ai pas trouvé, moi, à mon niveau, beaucoup de travaux qui parlent de la Libye. La grande différence entre la Libye et les trois pays sur lesquels je travaille, c'est l'absence du français, la pratique du français. Le français n'est pas pratiqué en Libye. Ça fait une énorme différence avec les autres les trois pays. J'ai une autre question aussi. Oui. Dans les trois pays que vous avez évoqués, la langue tamazight, c'est en Algérie qui est la plus répandue. C'est au Maroc normalement qu'elle est la plus répandue, vu peut-être la géographie du Maroc, vu il y a beaucoup de régions montagneuses et on a montré à travers beaucoup de travaux de linguistes et de sociologues, dont le travail de Nasser Jadi dernièrement, que ce sont des obstacles géographiques qui ont permis à Tamazight de survivre ou à l'arabisation ou de survivre aux autres langues qui sont venues avec les différents occupants. Les Touaregs parce qu'ils sont à l'extrême sud de l'Algérie, donc c'est une région isolée. Les Aurès, la Kabylie parce que ce sont des régions difficiles d'accès, montagneuses, etc. Le Mont Chenois par exemple, c'est là où on part Tamazight parce que c'est aussi une région montagneuse. Donc là où il y a eu des obstacles géographiques, il y a eu maintien de la pratique du berbère. Et la conscience linguistique ou la revendication linguistique, c'est quelque chose de très récent dans l'histoire du Maghreb. On n'a pas toujours été fiers d'être berbère ou de parler berbère, entre guillemets, bien sûr. Je mets tout ça entre guillemets. Ça veut dire donc, on va dire, c'est en fait les zones inaccessibles, pardon. C'est voilà donc, le développement ou bien le développement de Tamazight, il est conditionné par l'espace, c'est ça? Dans un premier temps, oui. À travers l'histoire séculaire, même millénaire du Maghreb, c'était ça qui a permis aux Berbères de se maintenir, de survivre aux invasions, aux influences des autres populations, des invasions, etc. Mais après, dans les années 20, 30, etc., il y a eu une prise de conscience quant à la sauvegarde de Tamazight, etc., une conscience linguistique par rapport à l'importance de la langue dans l'édification, on va dire, de l'identité, etc. C'est là où on a commencé à essayer de trouver d'autres canaux et d'autres moyens pour, on va dire, sauvegarder encore Tamazight. Alors, pour revenir peut-être à votre première question, c'est vrai qu'approximativement, on dit qu'il y a plus de berbérophones en Maroc qu'en Algérie, mais il y a une absence de statistiques qui nous gêne, nous, déjà sociolinguistes, parce que les statistiques sont approximatives et nous n'avons pas accès au nombre réel de berbérophones. Voilà. Et quand on dit berbérophones, ils peuvent être aussi berbérophones, francophones et autre chose. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup Madame. Merci à vous, c'est moi qui vous remercie. Je remercie encore Paul Kratz de son invitation. Voilà. Et j'espère vous revoir très prochainement. Je l'espère aussi. Merci.